Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la playlist La Bourse aux livres. Alors dans cette vidéo, je vais partir du livre Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements que j'ai déjà présenté lors d'une précédente vidéo. Je mettrai un lien en haut à droite. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir des exemples qui sont fournis dans le livre et également je vais présenter les exemples que j'ai proposés dans la précédente vidéo. Donc je vais rentrer dans les états financiers en passant par le site morningstar.fr pour vous montrer un peu comment Warren Buffett, sur base des informations qui nous sont fournies dans ce livre, déniche des valeurs ayant un avantage compétitif durable. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble tout de suite. Je vais directement passer au site morningstar.fr. Voilà, alors on est sur le site morningstar.fr. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller regarder quelques titres pour voir un peu comment ils se distinguent et pour voir un peu comment en fait l'avantage compétitif durable se matérialise dans les états financiers des entreprises. Alors on va commencer par le titre Coca-Cola, donc je vais aller chercher Coca-Cola. Donc on va le chercher ici, il va apparaître ici, voilà Coca-Cola, ticker KO, on y va. Voilà, alors on se retrouve sur cette page. Ici, il y a deux éléments intéressants. Ça va être l'élément finance dans lequel on va retrouver le compte de résultat, le bilan et le tableau de flux de trésorerie. Et puis, on a les ratios clés et on va commencer l'analyse par les ratios clés pour déterminer en fait si l'entreprise qu'on est en train d'analyser bénéficie d'un avantage compétitif durable ou non. D'accord? Et on va se baser sur les ratios que j'ai présentés dans la première vidéo. Donc je vais caler le document comme ceci pour voir l'entièreté du document, voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer d'un titre à l'autre. Donc j'ai ouvert plusieurs titres sur mon ordinateur, plusieurs pages. Et donc je vais passer d'un titre à l'autre pour voir un peu ce que tous ces titres ont en commun au niveau des ratios clés. Alors on va commencer avec Coca-Cola. On se rappelle que Warren Buffett considère qu'un titre a un avantage compétitif clair a priori si la marge brute de cette entreprise est supérieure à 40% et en gardant à l'esprit que cette marge brute doit être consistante au fur et à mesure des années. Donc là on a 5 années de résultats, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Et quand on regarde la marge brute de Coca-Cola, on voit que celle-ci est aux alentours de 60%. Donc largement au-dessus du seuil fixé par Warren Buffett. D'accord? Donc Coca-Cola a priori un avantage compétitif durable. Alors on va passer d'entreprise en entreprise pour voir un peu si les autres entreprises qui sont présentées dans le livre ont également un avantage compétitif durable. Donc on passe à Moody's, marge brute de Moody's, vous voyez, marge brute d'environ 71%. Donc a priori, Moody's a un clair avantage compétitif durable. On fait la même chose avec Microsoft Corporation, Microsoft. On regarde la marge brute, la même chose. Sur 5 ans, on voit que la marge brute est d'environ 62-63% en moyenne. Et on voit également que cette marge brute augmente d'année en année, ce qui est un très très bon signe également. Alors, on va continuer avec un autre titre que j'ai ajouté, que je n'avais pas présenté dans la précédente vidéo, mais que j'aime bien. C'est le titre Monster Beverage Corporation. Alors, Monster Beverage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui fait des boissons énergétiques un peu à la manière de Red Bull. Alors, au niveau de la marge brute, on voit que celle-ci, vous voyez, est largement supérieure à 40% puisqu'elle est d'environ 60-61%. Alors, je vais continuer avec des entreprises françaises que j'avais présentées également dans la précédente vidéo. Donc, on a Hermès, marge brute, vous voyez, aux alentours de 68-69% en moyenne. On a également LVMH, on regarde la marge brute, c'est pareil, marge brute aux alentours de 65-66% en moyenne, c'est très bon. On regarde le titre Kering, toujours dans le secteur du luxe, marge brute, vous voyez, d'environ ici 63% sur les 3 premières années, mais quand je regarde ici la marge brute 2018-2019, elle est excellente, à 74%, donc très belle marge brute. On a également L'Oréal, marge brute, vous voyez, aux alentours de 71-72%. Et on a enfin Air Liquide avec une marge brute, vous voyez, aux alentours de 61%, 62% en moyenne. D'accord? Donc tous ces titres ont a priori un avantage compétitif durable sur leur marché, dans leur segment. Alors je vais revenir sur Coca-Cola et puis on va descendre pour regarder les différentes marges.
Alors on se rappelle qu'une entreprise avec un avantage compétitif, selon Warren Buffett, a des frais de SG&A inférieurs à 30% de la marge brute. Alors on se méfiera ici, pourquoi? Parce que le SG&A en fait est calculé en pourcentage des ventes, c'est-à-dire en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc les chiffres ne correspondront pas forcément à ce qu'on anticipe, hein. Donc Warren Buffett aime bien les entreprises avec un SG&A inférieur à 30% de la marge brute, donc il faudrait refaire le calcul. Ici, on est plutôt à 50%. Il aime bien les entreprises avec une faible recherche en développement, faible R&D, donc ça peut être 1, 2, 3% par exemple. En gardant à l'esprit que les entreprises technologiques ont plutôt des frais de R&D inférieurs à 20%, donc aux alentours de 18, 19, 20%. Et enfin, Warren Buffett regarde également la dépréciation pour voir en fait si on a une forte dépréciation ou pas. Et donc la dépréciation se remarque en fait tout simplement en regardant ici la marge d'exploitation et en regardant ensuite la marge EBT. Alors les frais de dépréciation et d'amortissement ne sont pas signalés ici sur le site Morningstar. Donc il faudrait regarder un petit peu au niveau des cash flows, au niveau de la partie finance et des tableaux de flux de trésorerie. Ce que l'on peut voir cependant, c'est si on a une grosse chute entre la marge brute ici et la marge nette ici, et qu'en fait on a par exemple, vous voyez ici on a 32% et qu'on ne voit rien entre les deux, c'est qu'a priori on a quelques dépréciations tout de même. D'accord ? Alors les frais de dépréciation et d'amortissement, on peut les voir comment? Soit on regarde directement le tableau des flux de trésorerie pour voir un peu le montant des dépréciations et amortissements et on redivise tout ceci par la marge brute. Soit directement, en fait, on va s'en rendre compte au niveau de la marge nette qui va être beaucoup plus faible qu'attendu par rapport à la marge brute qui est ici. D'accord? Donc on a la marge brute et puis on a les frais de SG&A qui vont impacter cette marge, puis les frais de R&D, puis les frais de dépréciation et d'amortissement. Et donc on va retrouver au niveau de la marge nette une marge nette beaucoup plus faible si jamais ces frais de dépréciation et d'amortissement sont importants. Alors une fois qu'on a regardé un peu dans le détail les frais de SG&A, les frais de recherche et développement et les frais de dépréciation et amortissement, on va regarder la marge nette pour voir si l'entreprise bénéficie d'un avantage compétitif durable. Alors pour Coca-Cola, vous voyez que la marge nette est d'environ 15-20% en moyenne. Alors on a un choc ici en 2017 avec une marge nette qui descend très fortement. Il faudrait regarder un peu en détail pourquoi. Mais on voit qu'en moyenne, en fait, l'entreprise Coca-Cola a une marge nette d'environ 15, 16, 17%. Alors on va faire la même chose pour les autres titres. On voit que Moody's a une marge nette, vous voyez, d'environ 25-26% en moyenne. On voit qu'on a un choc en 2016, hein, donc c'est pareil, de temps en temps on peut avoir une marge nette qui chute pendant une année par exemple, et puis elle se réétablit normalement. C'est probablement qu'en fait cette année-là, on a eu peut-être des dépréciations supplémentaires ou des choses comme ça. Alors on va faire la même chose pour les autres titres. On va regarder Moody's ici. Donc on regarde la marge nette de Moody's, on voit que celle-ci est en moyenne de 25%. Avec ici un choc en 2016, hein, donc il faudrait regarder un peu dans le détail pourquoi on a eu cette baisse de marge nette en 2016. Mais on voit qu'en moyenne, hein, vous voyez qu'on peut avoir des chocs de temps en temps, mais qu'en moyenne, cette marge nette est largement supérieure à 20%. Ce qui veut dire que Moody's bénéficie bien d'un avantage compétitif durable. Alors on va faire la même chose avec Microsoft, on descend regarder la marge nette, on voit que celle-ci est en moyenne d'environ 25%. Vous voyez que c'est pareil, on a des années pour lesquelles la marge nette est un peu plus faible, pour autant en moyenne cette marge nette est largement supérieure à 20%. Alors je regarde également la marge nette de Monster Beverage, donc on y va en descend, vous voyez on est aux alentours de 23-24% en moyenne, très belle marge nette, donc avantage compétitif durable. Alors, on va maintenant regarder les entreprises françaises pour regarder le niveau des marges nettes. Donc, Hermès, marge nette, vous voyez, supérieure à 20%, consistant au cours du temps, c'est très bon, avantage compétitif durable. LVMH, c'est un peu moins bon, donc marge nette, vous voyez, aux alentours de 12-13%. Ce qui veut dire probablement que LVMH utilise plus le marketing qu'Hermès. On va remonter dans le SG&A. Vous voyez, on a un SG&A en pourcentage des ventes qui est vous voyez, beaucoup plus important, ce qui veut dire qu'en fait cette différence au niveau de la marge nette se joue probablement au niveau du marketing, c'est-à-dire que LVMH est potentiellement plus agressif au niveau du marketing qu'Hermès. Ce qui veut dire aussi que Hermès a priori a un avantage compétitif plus fort que celui de LVMH.
Alors, on va également regarder Kering, donc marge nette de Kering, vous voyez là on est beaucoup plus bas donc pour les années 2015-2016, mais on est remonté ici en 2017, puis en 2018-2019. On a une marge nette qui est beaucoup plus fluctuante au cours du temps. On a une marge nette qui est probablement en moyenne inférieure à 20%, donc c'est un peu comme LVMH. Et si on regarde le SG&A, on n'a pas les chiffres, donc il faudra regarder les chiffres, mais j'imagine qu'en fait les chiffres de SG&A de Kering sont aussi importants que ceux de LVMH. Je pense que Kering fait beaucoup plus de dépenses de marketing que Hermès par exemple. Mais ce serait bien entendu à vérifier. Alors pour L'Oréal, on descend dans la marge nette également. On voit que celle-ci est d'environ 13-14%, donc une marge nette tout à fait raisonnable. Pour autant, vous voyez, on est un peu en dessous des 20% de marge nette qui nous signale un avantage compétitif durable. Alors, on peut imaginer que c'est un peu la même chose que pour LVMH et Kering, c'est-à-dire que, et d'ailleurs on va le regarder tout de suite, on va aller dans le SG&A, et on voit qu'en fait, vous voyez, les dépenses de L'Oréal représentent environ 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc c'est un peu comme LVMH et Kering, c'est-à-dire qu'en fait l'entreprise a une marge nette inférieure à 20%. Pourquoi? Parce qu'elle a des dépenses de SG&A plus importantes, donc potentiellement des dépenses de marketing plus importantes que pour Hermès par exemple. Si je prends Hermès, vous voyez, en pourcentage des ventes, on est environ à 30% en dépenses SG&A. Je vous rappelle, ce sont les dépenses pour les employés, pour la distribution, pour le marketing. Vous voyez, on est environ à 30% des ventes. Quand on regarde l'entreprise L'Oréal, on est plutôt à 50% des ventes. D'accord? Donc on est un peu comme pour l'entreprise LVMH, aux alentours de 45-50%. D'accord? Donc ce qui vient impacter bien entendu la marge nette en bas ici. D'accord? Qui est un peu plus faible, tout simplement parce que l'entreprise dépense plus d'argent dans son marketing. Alors bien entendu, les dépenses de marketing permettent aussi d'une certaine manière d'asseoir la marque. Donc ça peut être une stratégie pendant quelques années et puis on peut aussi éventuellement assister à une réduction des frais de marketing par la suite. Alors on termine ici avec Air Liquide, on regarde la marge nette d'Air Liquide, on est aux environs de 10% de marge nette. Alors ça peut paraître un peu faible par rapport à l'objectif de Warren Buffett, mais il faut garder à l'esprit qu'Air Liquide est dans une industrie qui demande beaucoup plus d'investissement et donc qui nécessite potentiellement plus de dépréciation et amortissement, ce qui potentiellement explique cette plus faible marge nette. Pour autant, quand on regarde l'entreprise au niveau de la marge brute, on voit que celle-ci est excellente. Quand on regarde l'écart entre les deux marges d'exploitation, on est encore à 30%, c'est plutôt pas mal. Donc il faudrait regarder dans le détail en fait ce qui explique cette marge nette de 10% et non de 20%. Je pense que ça s'explique au niveau des dépréciations et amortissements. Alors je vais revenir à Coca-Cola et ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant s'intéresser aux états financiers, à savoir le compte de résultat, le bilan et le tableau de flux de trésorerie pour regarder quels sont les éléments qui permettent de déterminer si une entreprise a un avantage compétitif durable. Donc on va aller ici dans Finance. Et alors une fois qu'on est dans Finance, on va commencer par le compte de résultat. Donc je vais regarder le compte de résultat de Coca-Cola. Et alors ce que Warren Buffett regarde en premier, c'est si l'entreprise fait des profits. Donc il va directement au niveau du résultat net pour regarder si l'entreprise est bénéficiaire ou non. Il élimine automatiquement toutes les entreprises qui ne font pas de profit. C'est-à-dire qu'elles sont à une étape de développement beaucoup moins avancée. Ce sont des jeunes pousses. Et donc ce sont des entreprises prometteuses mais qui n'ont pas encore totalement fait leurs preuves. Donc Warren Buffett élimine automatiquement ces entreprises. Donc on regarde le résultat net et on s'assure que ce résultat net soit positif. Ce qui est bien entendu le cas pour toutes les entreprises que je vais présenter dans cette vidéo. Donc on a un résultat net positif. La deuxième chose à regarder, c'est voir si ce résultat net augmente avec le temps. Une fois qu'on s'est assuré que le résultat net est positif, on s'intéresse alors au chiffre d'affaires. Et alors ce qu'on veut voir, c'est un chiffre d'affaires en croissance d'année en année. Alors on va regarder ici pour Coca-Cola, chiffre d'affaires 2015 44 milliards, puis 41 milliards, puis 35 milliards, puis 31 milliards, puis 37 milliards. Alors ce qu'on voit pour Coca-Cola, c'est qu'on a un chiffre d'affaires qui est plutôt en déclin. En tout cas, on a un chiffre d'affaires qui n'est pas en progression. Ce qui veut dire que malgré l'avantage compétitif durable de Coca-Cola, on a une entreprise qui ne parvient plus à croître depuis 5 ans. Donc ça, c'est plutôt un élément qui invite à la prudence sur le titre.
Alors ça ne veut pas dire que le titre est à vendre, mais ça veut dire que potentiellement le titre est arrivé un petit peu en bout de course au niveau de sa croissance. Alors on va faire la même chose pour les autres entreprises. Donc on regarde le résultat net de Moody's, on voit que celui-ci est positif, on voit également que celui-ci augmente, a tendance à augmenter au cours des années puisqu'on est passé d'un résultat net de 900 millions de dollars à 1,4 milliard de dollars, ce qui est plutôt pas mal. On regarde ensuite le chiffre d'affaires, on s'assure que celui-ci soit en croissance, 3,4 milliards, 3,6 milliards, 4,2 milliards, 4,4 milliards, 4,8 milliards, on a bien un chiffre d'affaires en croissance, ce qui veut dire que Moody's a non seulement un avantage compétitif durable a priori, mais est également une entreprise qui croît. On fait la même chose avec Microsoft, on regarde le résultat net, donc positif bien entendu, 16 milliards 7, 21 milliards 2, 16 milliards 5, 39 milliards 2, 44 milliards 2, on a un résultat net en très forte croissance au cours des 5 dernières années. On regarde ensuite le chiffre d'affaires et on voit que celui-ci est passé de 85 milliards, donc 85, 89, 110, 125, 143. On a une très belle croissance du chiffre d'affaires de Microsoft. Donc pareil, très belle entreprise, avantage compétitif durable. On regarde la même chose pour Monster Beverage. On regarde le résultat net, donc celui-ci est positif et également en croissance, donc 546, 712, 820, 993 et 1107, donc 1 milliard 107 millions de dollars. Donc on voit bien que le résultat net de l'entreprise est en très forte croissance. Au niveau du chiffre d'affaires, a priori ça va être pareil, on va regarder, c'est la même chose. Donc 2 milliards 7, 3 milliards, 3 milliards 3, 3 milliards 8, 4 milliards 2. D'accord, donc très belle croissance non seulement du chiffre d'affaires de Monster Beverage au cours des 5 dernières années, mais également au niveau du résultat net. Alors on fait la même chose pour les entreprises françaises, donc on va commencer par Hermès, je m'intéresse ici au résultat net positif et également en croissance, donc 972 millions, puis 1 milliard 1, 1 milliard 2, 1 milliard 4, 1 milliard 5, très belle croissance du résultat net. On regarde le chiffre d'affaires, c'est la même chose, donc 4 milliards 8, 5 milliards 2, 5 milliards 5, 5 milliards 9, 6 milliards 8, très belle croissance du chiffre d'affaires. Donc avantage compétitif durable, plus très belle croissance non seulement du chiffre d'affaires, mais également du résultat net. On fait la même chose avec LVMH, donc résultat net, 3 milliards 5, 3 milliards 9, 5 milliards 1, 6 milliards 3, 7 milliards 1, très belle croissance du résultat net. On remonte au niveau du chiffre d'affaires, 35 milliards, 37 milliards, 42 milliards, 46 milliards, 53 milliards. Très belle croissance du chiffre d'affaires. Vous voyez, c'est vraiment comme ça qu'on repère les entreprises ayant un avantage compétitif durable. Et ici également, on a des entreprises en très forte croissance. Alors, on va continuer avec Kering, ce sera a priori la même chose. Je regarde le résultat net pour m'assurer qu'il soit positif, c'est le cas. Je regarde également la croissance de celui-ci au cours des années, au cours des 5 dernières années, donc 696 millions, 813 millions, 1 milliard 7, 3 milliards 7, 2 milliards 3. Alors là, on a un petit signal, on a une baisse du résultat net. Donc quand c'est comme ça, il peut être intéressant de vérifier au niveau des documents financiers, donc par exemple du rapport annuel, pour voir un peu pourquoi on a une baisse du résultat net ici. Alors au niveau du chiffre d'affaires, c'est la même chose que pour les deux autres grandes entreprises du luxe françaises. On est à 11 milliards 5 en 2015, puis 12 milliards 3, 15 milliards 4, 13 milliards 6 et 15 milliards 8. Donc là aussi, très belle croissance du chiffre d'affaires. Alors, on va terminer avec L'Oréal puis Air Liquide. Donc au niveau du résultat net de L'Oréal, on vérifie qu'il soit positif, il est bien positif. On est à 3 milliards 2 en 2015, 3 milliards 1, 3 milliards 5, 3 milliards 8, 3 milliards 7. Donc on a une légère croissance du résultat net. On a l'impression qu'on est en train d'arriver sur un palier ici, il faudra voir, sur un plateau. Il faudra voir un peu ce qui va se passer dans les années qui viennent. Au niveau du chiffre d'affaires, on est à 25 milliards, 25 milliards, 26 milliards, 26 milliards, 29 milliards. Donc croissance du chiffre d'affaires, mais on voit que cette croissance est, elle est régulière, ça c'est très bien. Par contre, vous voyez, on est à 25,2, 25,8, 26, 26,9, 29,8. On a une croissance extrêmement régulière du chiffre d'affaires. Par contre, on a une croissance qui est relativement faible d'une année sur l'autre. D'accord? Donc croissance solide mais lente. Donc il faut bien le prendre en compte quand on s'intéresse au titre L'Oréal. Enfin, pour Air Liquide, on regarde le résultat net. Donc résultat net positif, c'est très bon signe sur toutes les années.
Et ensuite au niveau de la croissance, on part de 1,7 milliard, puis 1,8 milliard, 2,1, 2,1 et 2,2 milliards. Donc croissance du résultat net assez régulière, c'est plutôt pas mal. Au niveau du chiffre d'affaires, en 2015 on était à 16 milliards, puis 18 milliards, 20 milliards, 21 milliards et quasiment 22 milliards. Donc c'est pareil, belle croissance du chiffre d'affaires d'Air Liquide au cours des 5 dernières années. Voilà, donc ça c'est au niveau du compte de résultat. Donc deux choses essentiellement à regarder au niveau du compte de résultat, le résultat net et également le chiffre d'affaires. Alors, je reviens à Coca-Cola. Ce qu'on peut regarder également, c'est le bénéfice par action, et notamment le bénéfice par action dilué qui prend en compte toutes les formes de dilution possibles. D'accord ? Et donc l'idée c'est de regarder si ce bénéfice par action a tendance à augmenter au cours du temps. Alors ce qu'on voit ici pour Coca-Cola, c'est qu'on a un bénéfice par action qui est un peu erratique, c'est-à-dire qu'on est à 1,67, 1,49, donc on descend, 0,29 on descend encore, puis on remonte à 1,50, puis on est à 2,07. Donc à voir un peu, mais on a un bénéfice par action relativement erratique. Alors on va le faire pour les autres entreprises, on va regarder ici le BPA pour Moody's. On voit ici qu'on est à 4, on descend à 1, puis 5, 6, 7, ça c'est plutôt pas mal. Donc on a un choc ici, mais la hausse ici est plutôt régulière, c'est plutôt pas mal. Au niveau de Microsoft, BPA dilué, donc 2,1, 2,7, 2,1, 5, 5, 2, 7. On descend ici, on remonte ici, c'est plutôt pas mal. Au niveau de Monster Beverage, 0,95, 1,19, 1,42, 1,67, 2,03. Voilà, ça c'est une très belle entreprise. Vous voyez, un BPA qui augmente très régulièrement d'année en année, toujours positif, toujours en croissance, c'est extrêmement bien. Extrêmement joli. Après, il faut s'assurer bien entendu que Monster Beverage ne soit pas survalorisé au niveau boursier. Alors, Hermès, BPA dilué, 9, 10, 11, 13, 14, c'est magnifique. Vous voyez, donc ça c'est le BPA d'une très très belle entreprise, très très bien gérée, avec une augmentation très régulière du bénéfice par action. LVMH, BPA dilué, 7,08, 7,89, 10, 12, 14, c'est magnifique. Donc c'est la même chose, hein, très beau BPA qui augmente très régulièrement d'année en année. Pour Kering, BPA dilué, 5, 6, 14, 29, 18. Donc là on a une très forte augmentation du BPA, il faudra essayer de comprendre pourquoi avec une rechute ici. L'augmentation est extrêmement forte entre 2016 et 2018, donc il faudra essayer de comprendre pourquoi. Peut-être qu'on a eu des rachats d'actions, il faudrait vérifier. Et il faudrait s'assurer de comprendre pourquoi en fait on redescend ici à 18. Mais on se rappelle que le résultat net ici était plus faible, donc ça peut expliquer cela. Donc il faudrait creuser un peu pour savoir pourquoi le résultat net était plus faible cette année-ci. L'Oréal, bénéfice par action dilué, 5, 5, 6, 6, 6. 5,84, 5,50, on baisse un peu, on remonte à 6,36, à 6,92, c'est pas mal, on redescend à 6,66, donc ça a l'air d'être une montée lente en dents de scie, ça a l'air d'être une progression quand même, donc à voir. Voilà, et on terminera avec Air Liquide, donc BPA de Air Liquide, 4,21, 4,21, 4,67, 4,48, 4,73, ici on a clairement un BPA qui stagne, on n'a pas de réelle croissance du BPA. Donc il faudra voir un petit peu ce qu'il en est. Il faut voir également si l'entreprise procède à des rachats d'actions ou pas. Voilà, donc une fois qu'on a analysé le compte de résultat, on passe au bilan et je vais vous montrer ce qu'on doit regarder en particulier dans le bilan sur base du livre Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements. Alors la première chose à faire quand on regarde un bilan, c'est de regarder le total de trésorerie, quasi-trésorerie et placement à court terme. Et on voit que Coca-Cola en 2019, à fin 2019, a 11,1 milliards de dollars de trésorerie, ce qui est tout à fait correct. La deuxième chose à faire, c'est de comparer le total des actifs circulants, donc ici 20 milliards 4, au total des passifs circulants, 26 milliards 9. Donc la deuxième chose à faire, c'est de regarder la différence entre le total des actifs circulants, donc 20 milliards 4 pour Coca-Cola, au total des passifs circulants, c'est-à-dire 26 milliards 9 pour Coca-Cola. D'accord ? Donc cette différence, si je fais 20 milliards 4 moins 26 milliards 9, je suis sur un écart de moins 6 milliards 2. D'accord ? Ce qui veut dire que Coca-Cola a 6,2 milliards de dettes court terme supplémentaires par rapport à ses actifs court terme.
Alors, trois moyens pour combler cet écart. Le premier, c'est de taper dans la trésorerie qui est ici. Le deuxième, c'est de lever de la dette sur le marché obligataire. Et le troisième, c'est de procéder éventuellement à une augmentation de capital. Alors, bien entendu, ce genre d'entreprise n'a pas besoin de procéder à une augmentation de capital et n'a pas forcément besoin de lever de la dette à long terme. Elle peut éventuellement lever de la dette à court terme. Et comme les entreprises que j'ai sélectionnées ici sont toutes des entreprises de très haute qualité, elles empruntent généralement sur les marchés à un taux extrêmement faible, en ce moment proche de 0%. Alors, une fois qu'on a comparé les actifs circulants aux passifs circulants, on descend directement au niveau des capitaux propres, donc toute cette partie ici, et on va regarder si l'entreprise a des bénéfices non répartis. Alors, les bénéfices non répartis, qu'est-ce que c'est? Ce sont les bénéfices qui sont mis en réserve par les entreprises au fur et à mesure des années qui passent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une entreprise a un résultat net positif, elle va éventuellement en distribuer une partie à ses actionnaires, et puis elle va mettre le reste en réserve, et elle pourra éventuellement utiliser cette partie qui est mise en réserve pour éventuellement combler des trous si jamais elle a un résultat net négatif ultérieurement, ou bien pour procéder ultérieurement à des rachats d'actions, ce qui peut booster le bénéfice par action et donc booster le cours de bourse de l'entreprise. Alors, on s'assure de deux choses ici. Premièrement, on s'assure que l'entreprise ait bien des bénéfices non répartis, ce qui veut dire qu'a priori, elle bénéficie d'un avantage compétitif durable. Pourquoi? Parce qu'elle a été en mesure de mettre en réserve des bénéfices. Et le deuxième point qu'on regarde, c'est de voir si ces bénéfices non répartis augmentent au cours du temps. Donc on regarde pour Coca-Cola ici, donc on est à 65 milliards, 65 milliards 5, 60 milliards, 63 milliards, 65 milliards. Donc on voit que les bénéfices non répartis de Coca-Cola n'ont pas réellement augmenté au cours des 5 dernières années. Pour autant, l'entreprise a un beau pactole en réserve. Alors on regarde enfin une dernière chose, c'est le total des capitaux propres. D'accord? Et ce qu'on veut voir, c'est des capitaux propres en augmentation d'année en année. Donc 25 milliards 5, 23 milliards, 17 milliards, 16 milliards, 18 milliards, on voit que les capitaux propres de Coca-Cola sont en déclin. Ce qui me laisse penser que Coca-Cola est en train d'arriver à maturité et donc que la croissance de Coca-Cola dans les années qui viennent pourrait être beaucoup plus faible que ce qu'elle a été dans les années passées. Alors on va faire la même chose pour les autres entreprises très rapidement, et donc on commence par Moody's, donc on fait la même chose. Premièrement, on regarde la trésorerie 1,9 milliard, 1,9 milliard par rapport à la taille de Moody's, c'est plutôt pas mal. On regarde ensuite la différence entre les actifs circulants 3,6 milliards et les passifs circulants 1,9 milliard. On voit que les actifs circulants sont beaucoup plus importants que les passifs circulants. On regarde ensuite la différence entre les actifs circulants et les passifs circulants, donc 3,6 milliards par rapport à 1,2 milliard, donc c'est tout à fait correct. Hein. On voit qu'on a beaucoup plus d'actifs circulants chez Moody's que de passifs circulants, donc c'est très bon. Alors je vous rappelle qu'on peut calculer un ratio de liquidité à partir de ces deux valeurs, hein. Donc on fait, c'est le fameux current ratio, donc c'est total des actifs circulants divisé par le total des passifs circulants. D'accord, donc si je divise 3,6 milliards par 1,9 milliard, je vais arriver à un résultat supérieur à 1, ce qui me laisse penser que l'entreprise a les liquidités suffisantes à court terme, donc c'est-à-dire à horizon 12 mois. Alors on descend ensuite au niveau des bénéfices non répartis, et puis on s'assure qu'il y en ait, donc c'est le cas ici, et on s'assure qu'il soit en croissance. 6,7 milliards, 6,6 milliards, 7,4 milliards, 8,5 milliards, 9,6 milliards, on voit qu'on a une très belle croissance des bénéfices non répartis, ce qui confirme l'avantage compétitif durable de Moody's. Alors on regarde le total des capitaux propres ici et on voit qu'ils sont négatifs. Alors j'en avais parlé dans ma vidéo, hein, j'ai expliqué pourquoi Moody's avait des capitaux propres négatifs, tout simplement parce qu'elle a une machine qui est tellement rentable qu'elle peut se permettre d'avoir des capitaux propres négatifs, tout simplement. Alors on continue ici avec Microsoft. Donc Microsoft, on va regarder la trésorerie de Microsoft, total trésorerie, donc 136 milliards de dollars. Donc vous voyez, en fait Microsoft a une trésorerie qui est à peu près celle de Berkshire Hathaway, ce qui veut dire également que Microsoft dans les années qui viennent peut procéder éventuellement soit à des rachats d'actions, soit éventuellement à des acquisitions majeures dans le secteur de la tech par exemple.
Alors on descend ici, on compare ensuite les actifs circulants aux passifs circulants. Actifs circulants 181 milliards, passifs circulants 72 milliards, rien à signaler ici, tout est bon. On descend ensuite au niveau des bénéfices non répartis. On voit qu'ils sont là, on voit qu'ils sont en très forte augmentation, 2 milliards, 2 milliards 6, 13 milliards, 24 milliards, 34 milliards, c'est magnifique. Au niveau des capitaux propres, c'est la même chose. On passe de 71 milliards à 72 milliards, 82 milliards, 102 milliards, 118 milliards, donc très belle croissance des capitaux propres de Microsoft. Alors, on procède de la même manière pour Monster Beverage, donc on regarde la trésorerie, 1,3 milliard, donc c'est plutôt pas mal par rapport à la taille de l'entreprise, on peut le comparer notamment à la taille de l'actif. On compare ensuite les actifs circulants 2,3 milliards aux passifs circulants 661 millions, donc c'est pareil, hein, aucun problème à court terme pour l'entreprise Monster Beverage. On descend au niveau des bénéfices non répartis, bénéfices non répartis positifs et en croissance assez forte au cours des dernières années, puisqu'on passe de 1,3 milliard à 5 milliards. Alors au niveau des capitaux propres, cependant, on voit qu'on a une stagnation des capitaux propres puisqu'on est passé de 4,8 milliards à 4,1 milliards, donc il faudrait regarder un peu dans le détail pourquoi ces capitaux propres ont tendance à stagner. Donc on procède de la même manière avec les entreprises françaises, donc j'y vais avec Hermès ici, donc total de trésorerie 4,3 milliards, donc c'est plutôt bien par rapport au total de l'actif, hein, vous voyez. On regarde ensuite la différence entre total des actifs circulants 6 milliards et total des passifs circulants, donc 2 milliards. On voit qu'on a un une surabondance des actifs circulants par rapport aux passifs circulants, donc c'est très bien. On descend ensuite au niveau des bénéfices non répartis. Et donc on s'assure qu'on ait un bénéfice non réparti positif et en croissance au cours du temps. Donc 972 millions, 1,1 milliard, 1,2 milliard, 1,4 milliard, 1,5 milliard. Très belle croissance du bénéfice non réparti d'Hermès au cours des 5 dernières années. On regarde les capitaux propres, 3,7 milliards, 4,3 milliards, 5 milliards, 5 milliards, 6 milliards. Très belle croissance des capitaux propres. Donc on en conclut au niveau du bilan que Hermès a un avantage compétitif durable. Alors on fait la même chose avec LVMH, donc trésorerie d'LVMH 6 milliards, donc 6 milliards de trésorerie, c'est plutôt pas mal. On compare ensuite le total des actifs circulants au total des passifs circulants, donc 26 milliards 5, c'est supérieur à 22 milliards 6, donc aucun problème ici. On descend ensuite au niveau des bénéfices non répartis, donc 3 milliards 5, 3 milliards 9, 5 milliards, 6 milliards 3, alors là il manque un chiffre, je pense que c'est parce que Morningstar n'a pas encore répertorié ce chiffre. On a ici une belle croissance des bénéfices non répartis. Alors bien entendu, il est important d'aller vérifier le chiffre dans le rapport annuel, par exemple, de l'entreprise LVMH, donc pour l'année 2019. Alors on regarde enfin le total des capitaux propres. On souhaite voir une augmentation de ces capitaux propres au fur et à mesure des années, donc 24 milliards 3, 26 milliards 3, 28 milliards 3, 32 milliards 2 et 36 milliards 5. On a une belle augmentation des capitaux propres. Donc je vous rappelle que les capitaux propres, c'est ce qu'on appelle en anglais le net worth de l'entreprise, c'est-à-dire c'est ce qui reste aux actionnaires une fois qu'on déduit les dettes des actifs. D'accord ? Donc on fait assets minus liabilities en anglais, donc en français actifs moins passifs, et ça nous donne les capitaux propres, c'est ce qui reste aux actionnaires. Alors, on va terminer avec les 3 entreprises françaises qui nous restent, en commençant par Kering. Donc, on commence par regarder la trésorerie, 2,3 milliards, ok, on le garde en tête. On descend ensuite au niveau des actifs circulants, 7,5 milliards à comparer aux passifs circulants, donc 8,1 milliards. Donc, on a des passifs circulants légèrement supérieurs aux actifs circulants. On voit cependant que la trésorerie permet largement de couvrir cet écart. On descend ensuite au niveau des bénéfices non répartis pour voir si l'entreprise en a. On voit ici que l'entreprise n'a a priori pas de bénéfices non répartis ou que ceux-ci n'ont pas été reportés par Morningstar. Ça, c'est plutôt un point négatif par rapport à Hermès et LVMH, en tout cas s'il était confirmé que l'entreprise n'avait pas de bénéfices non répartis. D'accord ? Donc il est important d'aller regarder dans les documents financiers que l'on trouve directement sur le site de Kering pour vérifier qu'il y ait bien des bénéfices non répartis. Au niveau des capitaux propres, donc on passe de 10 milliards 9 à 10 milliards 2, donc on voit qu'en fait les capitaux propres de l'entreprise n'ont pas vraiment grossi au cours des 5 dernières années, ce qui est plutôt un aspect négatif par rapport
aux capitaux propres de Hermès et LVMH par exemple. Alors, on passe au bilan de L'Oréal, on regarde la trésorerie, 5,3 milliards, très très belle trésorerie. On compare ensuite les actifs circulants aux passifs circulants, donc actifs circulants 13,9 milliards à comparer à 10,8 milliards de passifs circulants. Donc encore une fois, les actifs circulants sont supérieurs aux passifs circulants, c'est très bien. On descend ici au niveau des bénéfices non répartis. Et donc pour les bénéfices répartis, on part de 3,2 milliards, puis 3,1 milliards, 3,5 milliards, 3,8 milliards, 3,7 milliards. Donc on voit que ceux-ci sont en légère augmentation, pour autant on voit une sorte de stagnation à fin 2019. On regarde enfin les capitaux propres pour voir si ceux-ci ont augmenté au cours du temps, donc 23,6 milliards, 24,5 milliards, 24,8 milliards, 26,9 milliards, 29,4 milliards. Au niveau des capitaux propres, on est plutôt pas mal, d'accord? Donc ça c'est plutôt bien, donc L'Oréal c'est plutôt correct à ce niveau-là, très belle trésorerie et un current ratio relativement élevé. Ok, on passe au dernier titre de ma liste, donc Air Liquide. Donc au niveau de la trésorerie, Air Liquide est à 1 milliard. On voit qu'historiquement l'entreprise a tendance à être légèrement au-dessus d'1 milliard. Total des actifs circulants 5,9 milliards, total des passifs circulants 6,8 milliards. Donc là on a des passifs circulants légèrement supérieurs aux actifs circulants. On voit qu'historiquement, ça a l'air d'être le cas assez régulièrement, puisqu'on en est à 7,4 par rapport à 6,7, et là on est à 7 par rapport à 6,9. Donc Air Liquide a tendance à opérer avec des passifs circulants légèrement supérieurs aux actifs circulants. Pour autant, l'entreprise bénéficie d'une trésorerie largement suffisante pour couvrir cet écart. Donc la trésorerie couvre ce current ratio relativement faible. Maintenant, il faudrait creuser dans les documents financiers d'Air Liquide pour savoir pourquoi les passifs circulants sont largement supérieurs aux actifs circulants au cours de l'année 2019. Il y a probablement une explication, mais là, au vu des chiffres rapidement, c'est difficile à détecter. Alors on descend ensuite au niveau des bénéfices non répartis de Air Liquide. Et comme d'habitude, on s'assure qu'on ait bien des bénéfices non répartis, donc c'est le cas, et on s'assure qu'ils soient en croissance au fur et à mesure des années. Donc 10 milliards 6, 11 milliards 6, 11 milliards 2, 12 milliards 6, 13 milliards 8. Donc on voit que les bénéfices non répartis de Air Liquide sont en croissance relativement constante au fur et à mesure des années qui passent. On fait la même chose au niveau des capitaux propres, donc total des capitaux propres. Et on voit que ceci passe de 12 milliards à 18 milliards. On voit une croissance régulière au fur et à mesure des années. Donc ça, c'est très bon. La seule interrogation que j'ai, c'est au niveau de cette différence, donc au niveau du current ratio, donc du fait que les passifs circulants soient bien supérieurs aux actifs circulants pour l'année 2019. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à Coca-Cola et on va terminer la présentation, donc l'analyse de ces différents titres ou de ces différentes entreprises par l'analyse des flux de trésorerie. Alors, on va commencer par Coca-Cola en regardant donc les flux de trésorerie. Et donc, on va regarder en particulier le flux de trésorerie disponible, ce qu'on appelle en anglais le free cash flow et qu'on appelle parfois en franglais le cash flow libre. Alors, on va tout de suite descendre en bas pour récupérer le montant des flux de trésorerie disponibles. Alors, pour rappel, le flux de trésorerie disponible, c'est la différence, alors on peut l'approximer en faisant la différence des flux de trésorerie nets fournis par les activités d'exploitation, donc ici 10 milliards 4, c'est-à-dire que les activités d'exploitation de Coca-Cola ont rapporté en termes de cash flow 10 milliards 4 à l'entreprise, et on le compare au flux net de trésorerie utilisé pour les activités d'investissement, ici moins 3 milliards 9. Donc les flux de trésorerie disponibles, si on devait simplifier, c'est tout simplement la prise en compte des flux de trésorerie nets fournis par les activités d'exploitation, donc ici 10 milliards 4 pour Coca-Cola. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'activité d'exploitation de Coca-Cola a généré en 2019 10,4 milliards de cash flow positif. Et on utilise ensuite les flux nets de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement, c'est-à-dire que Coca-Cola a déboursé, on voit que le chiffre est négatif ici, Coca-Cola a déboursé 3,9 milliards pour ses activités d'investissement, c'est-à-dire a investi environ 4 milliards de dollars. Et je vous rappelle que les investissements, c'est ce qui permet les profits futurs. Donc on calcule ensuite le flux de trésorerie disponible en faisant tout simplement 10 milliards 4
moins 3 milliards 9, donc grosso modo 10 milliards 4 moins 4 milliards égale 8 milliards 4. On regarde le flux de trésorerie disponible, on est bien à 8 milliards 4. Alors après il y a quelques ajustements, notamment au niveau des paiements d'intérêt de la dette, mais généralement c'est une bonne approximation du free cash flow. D'accord? Donc on utilise ces deux rangées pour calculer le flux de trésorerie disponible. Alors, on doit s'assurer de deux choses. La première, c'est que le flux de trésorerie disponible soit positif, et ça, c'est un élément qui est extrêmement important pour Warren Buffett. Et le deuxième élément important, c'est que ce flux de trésorerie disponible doit augmenter avec le temps. Alors, on va regarder ici avec Coca-Cola. Donc on voit ici que les flux de trésorerie disponibles de Coca-Cola sont relativement stables depuis 2015, ce qui confirme un peu cet aspect stagnation des chiffres de Coca-Cola, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires, du résultat net ou des flux de trésorerie disponibles. Ce qui laisse penser quand même que l'entreprise Coca-Cola, malgré un avantage compétitif durable, est en train d'atteindre un pic de croissance probablement. Et donc il faudra voir si l'entreprise est capable de trouver un relais de croissance dans les années qui viennent. Donc on fait la même chose avec Moody's, donc on descend directement dans les flux de trésorerie disponibles, 1 milliard, 1 milliard 1, 656 millions, 1 milliard 3, 1 milliard 6. On fait la même chose avec Microsoft, on descend au niveau des flux de trésorerie disponibles, donc 24 milliards 9, 31 milliards 3, 32 milliards 2, 38 milliards 2, 45 milliards 2, flux de trésorerie disponible largement positif et largement croissant au cours des années. Donc là, très belle augmentation du flux de trésorerie disponible. D'accord? Ce qui veut dire que l'entreprise Microsoft génère chaque année 45 milliards qui sont mobilisables hors activité d'exploitation, ce qui est absolument énorme. On fait la même chose avec Monster Beverage, donc on descend au niveau des flux de trésorerie disponibles, 165 millions, 596 millions, 894 millions, 1 milliard, 1 milliard. D'accord? Donc on a une très très belle croissance, même si on a une stagnation au cours des 2 dernières années, mais on a une très très belle croissance du flux de trésorerie disponible de Monster Beverage. D'accord? Ce qui veut dire là encore que c'est une très très belle entreprise. Alors je termine ici avec les entreprises françaises, en commençant par Hermès. Donc flux de trésorerie disponible, 933, 1 milliard 2, 1 milliard 3, 1 milliard 4, 1 milliard 6, magnifique, très belle augmentation du free cash flow au cours des 5 dernières années. On regarde la même chose pour LVMH, 3 milliards 5, 3 milliards 6, 4 milliards 6, 5 milliards 3, 8 milliards 4. Là aussi, très belle augmentation du flux de trésorerie disponible de LVMH. On fait la même chose pour Kering, a priori ça devrait être similaire. Donc 623 millions d'euros, 1 milliard 1, 2 milliards 2, 2 milliards 9, 1 milliard 5. Donc on a une rechute ici qu'on avait vu notamment au niveau du résultat net. Donc à vérifier pourquoi 2019 est une année beaucoup moins bonne que les années précédentes. Pour autant, au cours des 4 années précédentes, on a une très belle augmentation du flux de trésorerie disponible. D'accord? Donc qui confirme l'avantage compétitif durable de cette entreprise également. On regarde la même chose pour L'Oréal, donc flux de trésorerie disponible, 3 milliards, 3 milliards 3, 3 milliards 9, 3 milliards 8, 5 milliards, donc très belle croissance du flux de trésorerie disponible de l'entreprise. D'accord? Donc avantage compétitif durable confirmé au niveau du free cash flow. Et on finit avec Air Liquide pour voir si l'entreprise a également un avantage compétitif durable au niveau du free cash flow. Donc on avait 800 millions, 1 milliard 4, 2 milliards, 2 milliards 4 et 2 milliards. Donc on a une légère décroissance ici sur les 2 dernières années, enfin en tout cas sur l'année 2019 par rapport à l'année 2018. Pour autant, sur les 4 années précédentes, on a une très belle croissance du free cash flow puisqu'on passe de 800 millions d'euros à 2 milliards 4. D'accord? Ce qui semble confirmer que Air Liquide a également un avantage compétitif durable. Voilà, donc ça c'était une présentation des éléments qui permettent de dénicher des entreprises ayant un avantage compétitif durable, donc que ce soit au niveau du compte de résultat, du bilan ou du cash flow, également au niveau des ratios clés, j'en ai parlé au début de cette vidéo. Maintenant, ce qu'il est bon de regarder et de prendre en compte, c'est la valorisation de l'entreprise. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'une entreprise a un avantage compétitif durable qu'il faut absolument se précipiter et acheter des actions de cette entreprise. Tout va dépendre du niveau de valorisation de cette entreprise.
Voilà, alors un dernier élément, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais c'est un élément sur lequel Warren Buffett insiste, c'est les potentiels rachats d'actions. Donc on l'a vu avec les bénéfices non répartis, ceux-ci peuvent être utilisés ultérieurement pour procéder à des rachats d'actions. Donc ça veut dire que lorsqu'une entreprise a de beaux bénéfices non répartis, elle peut éventuellement ultérieurement procéder à de très beaux rachats d'actions, ce qui fait diminuer le nombre d'actions en circulation et ce qui fait augmenter le prix par action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.